Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2025. Alors déjà un petit mot pour vous remercier, vous qui écoutez. Cette année, à chaque conférence ou meet-up auquel j'ai participé, il y a toujours eu un mot sympa de quelqu'un pour me parler du podcast. Franchement, merci pour ça. Croiser et pouvoir discuter avec des développeuses et des développeurs passionnés, je n'en demande pas plus. Pour moi, c'était l'objectif et c'est largement atteint. Je suis ravi de pouvoir continuer l'Estamitech en 2026. Pour cet épisode, j'avais envie d'une petite discussion sans fil conducteur, mais avec un thème, la hype. La hype, ce truc un peu difficile à définir dans notre métier, où les nouveautés s'enchaînent, dictant ce qui rend un projet cool ou pas. Alors qui mieux que Nicolas Delso, développeur expérimenté, passionné, ne ratant pas un événement tech dans la métropole lilloise pour en parler. Salut Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, moi c'est Nicolas, je suis développeur depuis l'an 2000. Voilà. Le bug, Euh, c'était toi. non, en fait, j'ai commencé en septembre 1999 dans une entreprise qui faisait des logiciels de réseau de neurones pour l'industrie, mais ils n'avaient pas des milliards de métaparamètres, donc ça marchait un peu moins bien. J'ai été développeur Java pendant 15 ans. Alors je développe toujours en Java, mais c'est plus mon activité principale. Aujourd'hui, j'ai évolué vers des rôles de conseil, d'architecte. euh, en intégrant d'abord Capgemini, puis Zenica, où je travaille encore aujourd'hui. Euh, Au sein de Zenica, je suis à la fois architecte, comme je l'ai dit, en mission chez différents clients de la métropole. Je pense que tout le monde les connaît, hein, toujours un peu les mêmes. Et je suis également directeur technique de l'agence de Zenica Lille, où j'aide les consultants à grandir et à se positionner sur les différentes technologies qui sont susceptibles d'approfondir. Cool, ok. Bon, je t'avais croisé donc à Cloud Nord et je m'étais dit, bah tiens, ça pourrait être sympa, tu participes à vraiment tous les événements de la métropole. Ça serait sympa qu'on fasse un petit épisode tous les deux pour parler de la tech dans le Nord. Et tu m'as dit, ouais, carrément, moi j'ai envie de parler de hype en ce moment. Alors, première question pour toi, Nico, c'est quoi la hype? Alors, je vais pas pouvoir faire une réponse rapide, hein. Euh, Vas-y, on est posé, on a le temps. En fait, j'ai t'expliqué pourquoi je voulais en parler. Une ESN, comme à peu près n'importe quelle entreprise qui travaille dans le monde de l'informatique, elle évolue dans un environnement où il y a des gros acteurs qui essayent de modeler le marché. Les GAFAM, les boîtes chinoises, des boîtes où à chaque fois il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent sur chaque produit, et ils essayent de te pousser à utiliser certaines technologies ou pas. Les entreprises, face à ça, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent en place des outils d'étude des tendances. Alors, ces outils d'étude des tendances, t'en connais certains. Il y en a un qui est hyper connu, c'est le Tech Radar de Southwark. Il y a Sphere qui fait des livres blancs. Il y a les sondages qui sont publiés par GitHub, par JetBrains, par Stack Overflow, le State of DevOps, State of Web, etc. Tous ces éléments-là, ils prétendent donner aux gens une idée des tendances informatiques du moment. Et quelque part, la hype, c'est le moment où la tendance, j'ai envie de dire, déborde un peu la raison. C'est-à-dire le moment où on se dit: «Ouais, absolument, enfin, il faut absolument faire ça». Je vais donner un super exemple de hype, un truc qui est inévitable, un truc où vraiment tout le monde a dit: «Vous allez le faire. Vous ne pouvez pas y échapper». C'est le métavers. Ah, il y en a beaucoup. Ah, le métavers. Il y a le métavers. Je me suis dit, de quoi on pourrait parler? On pourrait parler de bases de données orientées objets forcément, Ouais. de no code, de il y en a Alors plein de on va y revenir après, mais tu vois, le métavers, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une particularité commune avec le sujet dont je vais essayer de parler le moins possible, qui est le sujet dont tout le monde nous rebat les oreilles depuis 3 ans. Et comme ça, normalement, les auditeurs, là, oubliez pas, on est fin 2025, d'accord? On est à un moment où les gens peuvent plus acheter de RAM parce que le prix de la RAM a explosé. On sait pas pourquoi. Et donc, le métavers, en fait, c'est un truc, la première incarnation du métavers, je sais pas si tu te souviens, c'était un truc qui s'appelait Second Life. oh oui. Voilà. Et en fait, c'était l'idée que vous allez vous balader dans un monde en 3D qui est pas développé par des développeurs de jeux vidéo, d'accord? Donc qui est moche, qui est inefficace, dans lequel il y a de la pub pour à peu près tout le monde, et
dans ce monde virtuel, vous allez faire des achats. Et ces achats, ils vont apparaître dans le monde réel. J'ai toujours pas compris aujourd'hui pourquoi c'est pas des développeurs de jeux vidéo qui ont fait ça, parce qu'ils auraient fait ça bien mieux. À l'époque de Second Life, tu avais déjà des jeux vidéo qui étaient nettement plus beaux. Sans doute parce que, Ah, en fait, non, mais comme on comprend pas pourquoi le métavers de Facebook est aussi moche aujourd'hui. alors, ma théorie, c'est que, le métavers, comme Second Life, comme tous ces trucs-là, heu, les gens qui les développent, c'est des gens qui sont comme nous, baignés de, références science-fictionnelles. D'accord? Ils ont lu des bouquins de cyberpunk, ils se disent: «Dans le cyberpunk, les gens vivent en réalité virtuelle, bah, on va développer une réalité virtuelle». Mais comme en fait, ils ont la prétention d'être plus intelligents que tout le monde et qu'ils ont un besoin technique particulier qui permettre à d'autres personnes d'injecter du contenu 3D dedans, et ben, en fait, ils se disent plutôt que de faire, je sais pas moi, de permettre aux gens de créer des objets, dans mon jeu en 3D, on va leur fournir un SDK qu'ils vont pouvoir intégrer dans, tu vois, ils vont faire des appels serveur to serveur, ils vont mettre en place une architecture, digne d'un grand système d'entreprise pour faire littéralement un jeu vidéo. Et ça marche jamais. C'est un truc qui est incroyable. Les mecs investissent des fortunes. Il y a, je sais plus, j'ai vu passer un truc comme quoi il y avait une banque qui avait investi 100 millions de dollars dans le métavers. 100 millions de dollars dans un mauvais jeu en 3D qui est moins bon que Mario Galaxy sur la Wii. Mais Second Life, c'était même à l'époque, il y a plein de gens qui s'en souviennent sûrement pas, mais il y a eu une campagne électorale dans Second Life. Ouais. Il y avait Ségolène Royal qui faisait des clips. Il y a un clip qu'on doit retrouver, j'imagine, où on voit Ségolène Royal dans Second Life pour faire un clip politique, quoi. Ah ouais, mais Et ouais, c'est ce truc où en fait, et c'est pour ça que c'est un très bon exemple de hype, c'est que c'est un truc où il y a une promesse qui est faite aux utilisateurs, les utilisateurs s'emparent de la promesse, la démultiplient au-delà de toute raison, pour moi en tant qu'ingénieur au-delà de toute raison, et puis en fait ils injectent dans dans cette promesse technologique des promesses de changement, de paradigme de vie, etc. Enfin des mots que tu vois dans les journaux grand public quand tu es en pleine hype, tu vois, c'est tel truc, tel secteur économique est mort à cause d'une innovation technique. Genre, un bon exemple, c'est la blockchain. La blockchain, ça va tuer toutes les banques. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, la blockchain, ça permet de faire des casinos en ligne et du blanchiment d'argent. C'est pas aussi puissant que d'avoir cassé une banque. Donc, la hype, quelque part, c'est l'ensemble des moments dans l'évolution de la technologie où d'un seul coup, on a une espèce de caisse de résonance qui se met autour du monde de développeurs et où on dit aux développeurs, vous devez penser forcément à cette technologie-là. Vous devez intégrer forcément cette technologie-là. oh, ok. Alors, ça, c'est la définition, mais si on revient, ben, repartons dans les années 2000. Euh, des hypes, il y en a eu plein de petites. Il y a plein de petites. Moi, je me souviens, je sais pas, je travaillais pour Airbus à l'époque. Et puis, on avait Struts. Ok, super. Et puis, le projet d'à côté, il y avait Struts 2. Et on s'est dit, ah, ils ont tellement de chance. Et puis, ça, c'était notre hype à nous, quoi. Parce qu'il y avait Struts 2 et ça paraissait Ouais, tellement mieux. ouais, c'est Et ça. puis quelques années après, il y avait d'autres paradigmes qui apparaissaient avec du GWT. On était ouah, GWT, ça a l'air fou. On code tout en Java et ça va être incroyable avec plein de composants et on partage tout côté front et et back tout en Java. Et c'était une hype. On a passé toutes les années 2010 à se dire tiens, il y a un nouveau framework JavaScript qui sort toutes les semaines. C'était la blague à l'époque. Mm. Et le framework d'après, il avait l'air tellement mieux que celui d'avant. Et ça a continué, ça a continué. Sauf que après, t'as parlé de la blockchain, t'as parlé il y a eu les NFT aussi. Il y a eu le cloud. Le cloud, quand même, enfin, quand le cloud est apparu, bah, c'était un virage technologique aussi. Ouais. On en a parlé dans le dernier épisode. Et qu'est-ce qui fait pour toi que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quand même des nouvelles choses qui apparaissent, le dans le cycle de la hype, les attentes sont aussi énormes. J'ai l'impression en fait que les attentes sont bien plus énormes que qu'avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, il y a un truc qui est, je comprends tout à fait. Le phénomène, c'est le fameux phénomène de, t'arrives et tu dis, bah regardez, là, je peux écrire mon code plus rapidement, plus facilement, de manière plus sûre.
Toi, en tant que développeur, tu dis OK, j'ai un nouvel outil dans ma boîte à outils. Je sais pas encore exactement à quoi il sert, je sais pas encore exactement où le positionner. Tu vois, tu parlais de Struts et de GWT. GWT, quand il est apparu, je sais pas si tu te souviens, les gens de chez Google disaient on a utilisé GWT pour écrire Gmail. C'est vrai. Tu, tu te souviens que tu avais ce truc-là? Ouais, ouais, c'est vrai. Et tu te souviens que Dont je doute un peu, quoi. Mais des années plus tard, il y a quelqu'un qui a démontré que Gmail n'a jamais été écrit avec du GWT. Pas une seule fois. Il n'y a pas une ligne de Gmail qui n'est pas du JavaScript écrit par un mec à la main. C'est le cœur de l'attente. J'ai une coupure réseau. non, tout va bien, tout va bien. Euh, et donc, ça, on l'a eu pour GWT. Le cloud, t'en parlais. Moi, j'en ai parlé. Alors, je reviendrai à la hype après, mais le cloud, moi, j'en avais parlé dans une conférence que j'ai fait à Snowcamp sur l'histoire des modes. Donc, c'est un truc, tu vois, que je commence à traîner depuis 5-10 ans, hein, cette idée de mais comment évoluent les tendances en informatique. Et en fait, bah là, le cloud, c'est un peu l'inverse de la hype quelque part. Même si aujourd'hui, tu as des gens qui disent ça coûte cher pour ce que ça apporte quand même énormément à partir du moment où tu es une organisation d'une taille significative. Si tu t'appelles Ludovic ou Nicolas et que tu veux gérer tes photos, tu vas pas faire du cloud, tu vois, tu vas les mettre sur ton NAS dans ton salon, ça coûtera moins cher que n'importe quelle offre cloud au bout d'un certain temps. Mais quand tu es une entreprise que tu as besoin de garantir la stabilité, la capacité de ton système à fournir un service, le cloud c'est super pratique et ça permet aussi de vraiment facilement t'adapter à la charge. En fait, à chaque fois, tu as une promesse. GWT, c'est un super exemple de hype. GWT pour les développeurs Java. Donc j'imagine qu'il n'y a pas que des développeurs Java qui t'écoutent. Donc je vais détailler un tout petit peu ce que c'est parce que j'en ai encore fait cette année du GWT. Et ouais, mais je suis Incroyable. vieux. Moi, je suis vieux. J'ai le droit d'utiliser des vieilles technologies parce qu'en fait, je considère que c'est pas si vieux. Et donc GWT, c'est une technologie qui permettait aux développeurs Java, quand ils écrivaient une application web, d'écrire le code de leur application côté serveur en Java avec Spring et le code du client en Java avec GWT. En fait, GWT était transpilé en JavaScript pour faire des écrans qui étaient intégralement générés avec du JavaScript. Et en fait, à débugger quand tu es dans ton navigateur, là, avec ton inspecteur de code, c'est absolument un enfer. C'est un truc, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Mais donc, cette technologie-là, la promesse, c'était de dire, toi, développeur Java, t'as pas besoin d'apprendre le JavaScript. Sous-entendu, pour toi, développeur Java, le JavaScript, c'est quand même un peu sale. Donc, t'as pas intérêt à en faire. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à penser que les gens qui disent ça, c'est les mêmes que ceux qui disent tu devrais pas faire des CSS, tu devrais pas faire du HTML. Et globalement, ils se trompent parce qu'en fait, ils rajoutent des couches d'abstraction sur des trucs qui, en fait, sont pas compliqués. D'accord? Oui, mais faut aussi le contextualiser. À l'époque, le JavaScript n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Les navigateurs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai. Et, et donc, c'était un peu sale dans le sens où, bon, bah, il y avait Internet Explorer 6, 7, 8 et compagnie. Et où il fallait faire plein de hacks. On savait jamais trop quand ça marchait et comment ça marchait. Et on n'était pas outillés. Il n'y avait pas les mêmes consoles développeurs qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça, quoi. Hmm. C'était quand même un univers un peu plus complexe, quoi. Ouais, c'était un peu, c'est vrai que moi je me souviens quand il fallait débugger dans Internet Explorer, fallait penser à télécharger le débugger fourni dans un coin caché du site de Microsoft, qui Tout à débuguait fait. très très mal, sachez-le. On a eu un moment où les débuggers ne s'arrêtaient pas sur les points d'arrêt qui étaient correctement positionnés. Vous mettiez un point d'arrêt avec un console.log dedans, et le débugger s'arrêtait. Pour en revenir à la hype, on est vraiment dans cette idée de, donc tu vois, GWT, ça marche bien, t'as oublié une autre technologie qui a fait une hype de fou. Un truc, ça a changé le monde. Et plus personne ne s'en souvient. Dis-moi tout. C'est Flash. Ah oui, il y a eu Flash, il y a eu Flash. Il y a, ouais, 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 ouais. Flash avec alors Flash, ce qui était, sachez pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou le malheur de connaître cette époque, que au début donc les gens faisaient du Flash pour faire des animations, et puis après Adobe qui était propriétaire de la technologie a rajouté la capacité de d'écrire des applications style application de bureau avec Flex. Et donc tu faisais ton écran dans ton navigateur avec ton explorateur de fichiers, ton machin, ton bidule là, et ça faisait des parfaites applications d'entreprise tristes. Euh, utilisable néanmoins et qui apportait des services. Et en fait, ce qui était super intéressant pour les entreprises, c'est que ça permettait de déployer une application à grande échelle
dans un environnement qui était correctement packagé et qui était correctement isolé des contraintes du navigateur. Flash, pareil, il y a une promesse, c'est que tu as une technologie qui te permet de faire un truc, et paf, tout le monde s'en empare, tout le monde se jette dessus, tout le monde doit faire du Flash. À l'époque, faut pas oublier, les sites des banques avaient du Flash. Tu sais, avais toujours une partie, pour éviter que tu puisses faire du copier-coller ou je sais pas quoi, ils utilisaient Flash parce que c'était un conteneur opaque. Isolé. C'était une Donc là sandbox, hein, finalement. exactement. Donc là, tu avais vraiment cette notion de, ouais, d'isolation et puis de promesse, quoi. On revient à la même chose. On revient à cette idée que chaque technologie, elle apporte une promesse. Et en fait, quelque part, c'est une phrase de politicien. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais est-ce que, à ton avis, ok, alors il y a cette notion de promesse avec la hype, mais est-ce que le vrai virage qui a donné du volume à toutes les hypes de la tech, c'est pas le fait que certaines hypes ont eu un impact plus social et organisationnel qu'uniquement technique? Parce que, ok, GWT, bon, bah, c'est de la tech, c'est de la tech. On Ouais. permet à des développeurs de faire des choses, mais pour les utilisateurs, pour l'organisation, ça change pas grand-chose. Par contre, le cloud, ça change plein de paradigmes. L'IA, même si on veut pas le prononcer, ça change encore d'autres d'autres paradigmes dans. On en parlera après. Mais je pense que c'est avant tout une histoire de promesses. Et en fait, euh, alors moi je vois plusieurs facteurs qui ont augmenté l'impact des modes informatiques. Le premier facteur, c'est qu'il y a des entreprises qui ont compris qu'elles pouvaient externaliser leur bêta test. Quand tu t'appelles Google, quand tu t'appelles Facebook, que tu développes ton framework web, tu as l'intention de le déployer à l'échelle de ton système, qui est l'échelle du monde. D'accord? Quand tu es Facebook et que tu mets en place React, tu sais très bien que quand il va être utilisé, il va être déployé sur 5 milliards de devices. T'as pas envie de te foirer. Donc t'as peut-être intérêt à dire aux gens, nous on développe un truc qui s'appelle React, qui va vous permettre de faire des applications web efficaces, ergonomiques, avec une qualité de code correcte, avec un découpage en composants correct. Toi, petit développeur, tu te dis, bah, je vais pouvoir utiliser les mêmes outils que les développeurs de Facebook, c'est super cool. Je vais pouvoir même contribuer aux outils de Facebook, c'est super cool, ou pas. Et en fait, tu le fais. Et en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Parce que le projet open source, tu te dis qu'il partage tes valeurs, mais en vérité, il partage un peu tes valeurs. Il partage surtout la valeur de si tu utilises React pour développer ton application et que tu utilises la dernière version de React, tu bêta-testes leur développement. Ça a deux Ok. avantages pour eux. Premier avantage, la qualité de leur framework augmente. Deuxième avantage, si jamais ils ont l'intention de te recruter, tu connais déjà les technologies qu'ils utilisent. Oui, et puis troisième avantage, si c'est foireux, c'est pas eux qui ont paie les pots cassés, quoi. Voilà. Alors Facebook, à la rigueur, ils ont malgré tout le comment dirais-je le Ils l'utilisent. Oui. voilà, ils l'utilisent pour Facebook. Et bah là, dans ce coup, tu as une échelle de 4 milliards d'utilisateurs. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de GWT, pas forcément très utilisé. Angular, je ne sais pas quel est son niveau d'usage au sein des multiples produits de Google. C'est D'accord? sûr. Et ce qui est super intéressant avec cette idée-là, c'est que elle vient confirmer cette hypothèse de la caisse de résonance. L'un des trucs que tu vois beaucoup quand tu regardes un peu l'histoire des frameworks web, c'est que la popularité, enfin certains indicateurs de popularité des langages évoluent en fonction des annonces. Alors là, quand je dis comme ça, tu fais waouh, je vais prendre le temps. Nous, chez Zenica, au moment où on s'est dit on va mettre en place un tech radar, on s'est rendu compte que c'était des outils qui ont aucune espèce de méthodologie correcte. En gros, le tech radar de Southwork, tu prends les ingénieurs expérimentés de Southwork, tu les mets dans une même pièce et tu leur dis qu'est-ce que vous voulez qu'on propose à nos clients pour les 6 prochains mois. Alors quand je dis ça, ça paraît un peu diffamatoire. C'est la méthodologie qui est expliquée dans leur bouquin. Hein. Enfin, quand tu lis les détails de la construction du tech radar, ils expliquent qu'ils font comme ça. Mais en fait, euh, quand on a commencé à bosser là-dessus chez Zenica, on s'est dit, bah, il y a peut-être moyen de mesurer ça un peu plus correctement. Qu'est-ce qui te fait penser qu'une technologie est populaire? Euh, pff, Il y a plein de choses. Bah, chez Sphère, il y avait Didier Girard qui avait une habitude assez marrante. Il regardait par exemple Google Trends. Il regardait le volume de recherche Google autour d'une techno et il s'amusait à comparer les volumes de recherche. Il disait parce que
il y a différents pour lui, il y a un volume de recherche qui suit un petit peu le cycle de la hype avec, un volume de recherche hyper fort au début et puis après ça descend et un truc assez stable. Ça veut dire que tu sais à peu près où tu en es dans la hype de ton produit. Donc ça, c'était une des façons de faire et puis après tu vas rechercher, je sais pas, le nombre d'offres d'emploi relatives à ta techno, ce genre de choses. C'est des indicateurs, sociétaux que je cherche comme ça moi, Ouais. de mon côté. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que il y avait peut-être des moyens assez simples, assez basiques de mesurer ça. Littéralement, ce qu'on a compté, c'est le nombre d'étoiles sur GitHub, le nombre de forks sur GitHub, le nombre de téléchargements. Donc on a actuellement, si vous allez chercher sur LinkedIn, j'ai fait une présentation sur le Tech Radar et on a produit un rapport qui mesure la popularité comparée d'Angular, de Vue et de React, en utilisant simplement ces 3 indicateurs. Ce qu'on observe de façon claire, c'est que le nombre d'étoiles a des grands pics à chaque fois qu'ils annoncent des nouvelles versions. Alors, mettre une étoile dans GitHub, c'est pas un geste fort, hein. Mettre une étoile dans GitHub, c'est cliquer sur un bouton et dire moi je trouve que c'est cool. Par contre, on observe un peu la même chose sur le nombre de forks. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand par exemple, quand React a annoncé la sortie de React Native, on a vu un nombre de forks qui augmentait. Parce que les gens se sont dit c'est une techno intéressante, ça mérite qu'on travaille dessus. Donc en fait, il y a des moyens de mesurer la popularité. Et quand tu mesures la popularité avec des indicateurs qui sont un peu propres, bah, tu vas constater que effectivement, il y a des éléments qui permettent d'impacter la popularité de ton framework. Tu vas faire des annonces, tu vas en parler en conférence, tu vas avoir typiquement, c'est pas un hasard que ce métier est apparu il y a moins de 10 ans. Tu vas avoir des DevRel dont le boulot ça va être de faire le tour des conférences pour dire que ta techno est la meilleure, etc. En fait, ce que tu vas faire, c'est tu vas saturer l'espace mental des gens. Tu vas faire en sorte que les gens ne puissent pas penser à autre chose que ton idée, au minimum sur ton sujet, et idéalement sur ton sujet et autour. Mais genre les DevRel c'est un peu un métier c'est moi ou c'est un métier qui se perd un peu? Bah, c'est-à-dire qu'ils J'ai ont quand même pas j'en vois les moins en conférence, tu vois? ouais, mais c'est normal, c'est parce que les employeurs de ces gens-là ont pas les moyens de les payer et d'acheter des barrettes de RAM en même temps. C'est ouais, Littéralement, l'un des trucs qui a popé, que j'ai vu passer 5 fois sur LinkedIn la semaine dernière là, c'est Sébastien Blanc qui est justement DevRel, qui a bossé dans un certain nombre de boîtes influents. Toute son équipe marketing a été virée d'un coup. Et les équipes marketing sont virées dans ces cas-là, enfin dans toutes les boîtes américaines, quand vous regardez des annonces là sur la dernière année de gens qui se font virer, ils vous disent toutes, on se fait virer, enfin notre organisation se réorganise pour l'IA. D'accord? On se transforme pour l'IA. Mais en vrai, ils se transforment pas tant pour l'IA que à cause des coûts de l'IA. oui, ou peut-être, si on reprend la promesse de l'IA, parce qu'on va pas y échapper, On va pas y faire. dans la promesse de l'IA, il y a aussi, la possibilité de créer du contenu, même documentaire, Ouais, même, marketing, à coût moindre que, quand j'ai une équipe marketing, quoi. ouais. Et ben Donc, donc est-ce qu'ils sont pas juste, victimes de cette promesse-là, quoi? ah bah si complètement. Mais en fait, et donc ça c'est je fais pas mal de d'autopromotion ce soir. On a fait une conférence avec mon collègue Mathias, qui est le DT de Zenica Lyon, qui s'appelle La science-fiction peut-elle s'implémenter positivement? Où on parle de l'intelligence artificielle dans la science-fiction et dans le monde actuel. D'accord? Et on essaye de voir dans quelle mesure ça colle. On se pose des questions comme par exemple quand on vous prédit l'IA générale, là, tu sais euh, L'IAG? ouais, la singularité, l'IA générale, et cetera, dans 6 mois, est-ce que c'est possible? Et cette question-là, la réponse, elle est simple, c'est: est-ce que tu es capable de définir ce que c'est que l'intelligence? Non, Bah, tu pas capable. non, mais après, de ce que j'avais compris de la singularité, c'était aussi de se dire que l'IA va être assez, puissante pour s'améliorer d'elle-même, quoi. Ouais, Heu, c'est pareil, c'est une promesse qui est incroyable, quoi. Il y a un super bouquin qui parle de ça, qui a été écrit par Frank Herbert, qui est l'auteur de Dune. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Destination vide, dans lequel il y a des gens qui sont envoyés dans l'espace et leur boulot, c'est de créer une intelligence artificielle. À un moment donné, ils y arrivent par hasard et la première chose que dit l'intelligence artificielle, c'est: «Comment allez-vous me vénérer?»
Et en fait, tout le thème de cette conférence, c'est que aujourd'hui, les gens qui vous parlent de la manière dont l'IA va transformer le monde, c'est des gens qui ont lu des bouquins de SF, comme nous, ou qui ont vu des films de SF, qui ont été baignés dans la SF, parce que c'est une ambition culturelle de notre monde, tu vois, de parler du futur et d'essayer de l'envisager. Et en fait, eux, ils ont pris ces trucs-là pour argent comptant. Ils ont dit, oui, on peut faire une intelligence artificielle qui est plus intelligente que nous. On peut faire une intelligence artificielle qui va répondre à nos cas de volonté. Et un exemple qu'on donne dans cette conférence, moi, celui-là, en fait, quand on a réussi à le formaliser, j'ai trouvé ça génial. Donc les gens vous disent, les mecs d'OpenAI et compagnie te disent, il faut qu'on soit les premiers à faire l'intelligence artificielle parce que comme ça, on pourra la contrôler et elle ne tuera pas tout le monde. Oui. Ils disent ça, hein. Heu, quand t'es devenu intelligent, tu t'es pas dit que t'allais tuer tout le monde. Pourquoi une intelligence artificielle, une fois qu'elle émergerait à la conscience, se dirait: «Je vais tuer tout le monde pour les transformer en trombones pour alimenter mon usine de trombones»? Non, non, mais parce que moi je le comprends en termes de notion de gentil, de manichéisme. Euh, nous sommes les gentils et donc nous aurons le contrôle de quelque chose extrêmement puissant, mais ne vous inquiétez pas parce que nous sommes les gentils. Et je pense que c'est surtout ce côté-là qui est un peu flippant, quoi. En vérité, la seule personne qui pense à tuer tout le monde à partir du moment où on lui met un tout petit peu de pouvoir entre les mains, c'est un sociopathe. C'est un humain, quoi. Et littéralement, les gens qui vous disent: «Quand l'intelligence artificielle deviendra réellement intelligente, elle va tous nous tuer pour nous remplacer», bah, c'est parce que c'est ce que eux feraient spontanément, et que la société les empêche de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un point qui est extrêmement important. Moi, si je fais une intelligence artificielle demain, elle va pas tuer tout le monde, hein. Elle va sûrement pas faire ça. Elle va me raconter des blagues, elle va essayer de me faire réfléchir, et cetera. Elle va me parler d'un musée ou d'un truc comme ça. Elle va sûrement pas essayer de buter tout le monde. Ce serait complètement con. Enfin, je veux dire, le truc est vraiment complètement con. Et en fait, l'idée tu vois, de la hype en tant que, promesse exagérée, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, et ça va être la partie, il y a beaucoup de gens qui vont te dire: «Mais il a dit n'importe quoi à ce moment-là, ton invité». Heu, Aujourd'hui, tout le monde vous dit: «Il faut utiliser l'intelligence artificielle». Donc là, ça a un effet caisse de résonance. Il y a tellement de monde qui vous dit: «Il faut faire de l'intelligence artificielle» que vous n'êtes pas capable d'envisager autre chose. Mais en vrai, l'intelligence artificielle en tant qu'outil informatique, ça a très peu d'usage utile. Parce que c'est juste un générateur de contenu plausible. Tu vois ce que je veux dire? On aime bien, enfin, avant que l'intelligence artificielle dévore toutes les idées de l'informatique, il y avait des gens qui parlaient il y a 2 sujets dont les gens parlaient beaucoup, qui ont complètement disparu aujourd'hui, c'est le craft et le green. La frugalité et la qualité. Quand tu utilises une intelligence artificielle, est-ce que tu es capable de faire des tests qui te démontrent que ton intelligence artificielle marche comme tu le penses à chaque fois? Tu vois, ton fameux Non, TDD, tu peux pas. mais c'est le principe. Mais parce que non, mais c'est vrai. C'est une autre façon de voir le développement informatique. Alors, attends, C'est peut-être le Chine ou le Temu de l'informatique. On s'en fout de faire un petit peu ouais, de trucs nuls parce que de toute façon, t'as mis 10 minutes à le faire ton truc nul. Alors au pire, tu le mets à la poubelle et tu refais un autre truc nul en 10 minutes. alors La réalité, franchement, c'est le temps que ton développeur aurait mis pour aller se prendre un café de toute façon, quoi. à ce tarif-là, j'appelle, Mechanical Turk, ça marche aussi bien. C'est littéralement en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est enfin, quand on essaye de réfléchir à quoi ça peut servir réellement l'intelligence artificielle, OK, on va le mettre dans la main des développeurs parce que les développeurs qui sont déjà super balèzes pour relire 10 lignes de code et comprendre que le collègue a pas fait d'erreur dans sa PR, tu vas leur envoyer un LLM qui va écrire 50 000 lignes de code en une journée et le développeur, c'est sûr, il va tout comprendre. Et évidemment qu'il y a une notion de responsabilité qui est hyper dure à encaisser pour l'humain, parce que pour l'instant, on est quand même responsable de ce qui est produit, Oui, et ben il faut l'encaisser, quoi. N'empêche que pourquoi est-ce que ça hype autant les gens? La réalité aussi, c'est que les développeurs et développeuses, c'est un genre de personnes qui saoulent beaucoup les entreprises. Ça coûte cher, c'est long, ça soupire, ça respecte pas les specs.
Alors, ça se plante dans l'implémentation et dans la réflexion du produit. Ça a du mal à communiquer, ça s'intéresse pas au business, c'est plein de choses, et plein de choses, et plein de choses. Et ça, c'est historique, quoi. Et donc, la promesse de l'IA, justement, qui fait toute sa hype, c'est de se débarrasser de l'humain un peu chiant, quoi. ouais. Et si tu regardes cette promesse, elle est pas réaliste en fait. Mais non, bien sûr qu'elle est pas réaliste, mais parce que il faut quand même, il y a la part de responsabilité du fait que, bah, de toute façon, si on n'a jamais su dire à des développeurs et développeuses quoi faire exactement, je suis pas sûr qu'on arrive à dire à une IA Voilà. quoi faire exactement. Je, Oui, oui. tu vois, moi quand j'ai commencé à bosser, l'agilité n'existait pas. Alors les mecs se disent, et il a vu des dinosaures. L'agilité n'existait pas, on faisait du cycle en V. Quand on faisait du cycle en V, on faisait des spécifications fonctionnelles générales, spécifications fonctionnelles détaillées et spécifications techniques qui étaient censées garantir, parce qu'elles documentaient absolument tout, que ce qui allait sortir serait bon. Et on passait des mois à faire ça. On passait des mois à faire ça, et à la fin, il y avait quand même des trucs qui n'étaient pas implémentés comme les specs le voulaient. Aujourd'hui, les gens ont abandonné cette culture de l'écrit exhaustif, qui serait super pratique avec un LLM, et ils se disent, bah tiens, on va utiliser les méthodes de l'agilité, on va faire du vibe coding, là, on va faire des boucles de feedback extrêmement rapides. Mais, et on est d'accord, hein, ça c'est la promesse. Mais c'est la promesse de l'IA utilisée en tant qu'augmentation du développeur. En fait, je devrais dire en tant que multiplicateur du développeur. Littéralement, c'est un multiplicateur. C'est-à-dire que si tu es un développeur qui est capable d'être à une productivité supérieure à 1, l'IA, ça va te faire aller beaucoup plus haut. Si tu es une productivité qui est inférieure à 1, ça va te faire aller beaucoup plus bas. Ce truc-là, c'est un cas particulier de l'usage de l'IA. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'en fait, quand tu mets des IA à la place des IDE des développeurs pour les faire coder plus rapidement, t'essayes en fait d'augmenter le bras de levier du développeur sur le monde. Mais il y a d'autres usages de l'IA, d'accord? Il y a l'usage de l'IA dans ton application. Tous les moments où tu te dis, bah, je vais pas écrire un algorithme intelligent, je vais appeler un LLM qui va répondre à ma place. Et ce qui est intéressant, c'est le thème d'une conf de Tristan Nito, c'est on n'a peut-être pas les moyens de se payer l'IA pour tout ça. On n'a peut-être même pas les moyens en fait de se payer l'IA pour les mettre dans les mains des développeurs. Mais aujourd'hui, comme ça correspond, comme tu l'as dit, à une promesse productiviste, tous les gens qui sont au pouvoir, qui considèrent que les développeurs sont lents, sont inefficaces, sont imprécis, ils se disent, et franchement, comme de toute façon le développeur c'est une boîte noire, tu lui donnes un sujet et puis il balance du code, le contenu de la boîte noire, que ce soit un développeur ou une IA, ça change rien. Ça c'est l'état actuel. Il y a des gens qui croient à ça. Mais alors, ça me permet on va se rééloigner un petit peu de l'IA. Euh, je vais quand même te poser la question. Tu m'as dit, tu as commencé en 2000, donc ça fait 25 ans Ouais. que tu travailles. Euh, Comment, toi, tu gères ces 25 ans de carrière? Comment tu gères ton parcours de carrière avec avec toutes ces hypes et ces connaissances qu'il faut quand même ingérer à minima pour avoir un jugement Ouais. sur la techno en question et te dire bah tiens ok je dois respirer, je regarde ça avec de la hauteur, mais pour avoir de la hauteur il faut de l'expérience, pour avoir de l'expérience il faut quand même s'y intéresser un minimum. Bon bah tu mets un doigt dedans et puis voilà, donc en fait tu participes au truc. Comment on avance là-dedans? Il y a alors la première chose, c'est est-ce que toi tu fais passer des entretiens d'embauche, des trucs comme ça? Bah, bon, il faudrait embaucher pour ça. Malheureusement, c'est Ah. pas trop la bonne période, j'en ai fait passer, par le passé, Bon, oui. dans les entretiens d'embauche, c'est une question qui était très souvent posée quand j'étais jeune et que les gens ont arrêté de poser parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'apportait rien. C'était la question: est-ce que tu sais où tu te vois dans 5 ans? Cette question-là, quand j'ai commencé à bosser, à chaque entretien, je l'avais et il y avait une réponse stéréotypée. Dans 5 ans, je serai chef de projet d'une équipe de plus de 10 personnes. Tu disais ça, les gens étaient peinards. Moi, je voulais pas, ça m'emmerdait, hein, être chef de projet quand j'avais 25-30 ans, vraiment, c'était pas un truc qui me faisait plaisir. Donc, moi, je disais, bah, je serais expert technique. Expert technique, ça veut dire, bah, tu t'intéresses à différentes technologies. Ah, Alors, pourquoi différente? Bah, parce que ça n'a pas toujours été le cas, ça. Je alors, serais expert technique, mais expert technique, ça pouvait être, «Oh, je suis expert, je sais pas, Oracle Serveur», quoi. ouais, Super. expert web logique.
Exactement, ça aurait été ta voie toute tracée. Il y en avait plein, il y en avait plein. Et en fait, Bah oui, oui. alors il y a plusieurs choses qui peuvent aider à éviter de tomber dans cette ornière-là. La première, de mon point de vue, mais il faut que j'arrive à regarder mon historique personnel correctement. La première, c'est, d'avoir une culture de la veille. Alors une culture de la veille, c'est pas un truc, incroyable, hein. Une culture de la veille, c'est faire comme dans la série télé Mad Men. Une série télé qui n'est plus toute jeune. Cette série télé, ça se passe, dans le milieu de la pub aux États-Unis dans les années 50. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'est l'un des premiers épisodes ou le premier épisode, tu vois le personnage principal qui arrive au bureau, il ouvre son journal sur son bureau et il lit son journal. Il bosse, hein. Quand vous faites de la veille, vous n'êtes pas en train de jouer. Ce terme, moi, je le déteste. Les développeurs qui te disent: «Je vais jouer avec Kubernetes», vas-y, le fun de la vie, quoi. Je vais jouer avec Datadog, waouh, super. Je vais jouer avec Hibernate. Arrêtez, le fun est trop fort. Et vous avez aucune raison de vous amuser à faire ces trucs-là. Ça ne marchera pas. La vérité, c'est que ces outils-là, vous les utilisez et vous les étudiez parce que vous considérez qu'ils sont intéressants. Ça vous apporte une stimulation intellectuelle. Dans cet ordre-là, la veille, aujourd'hui, effectivement, vous avez tous des lecteurs de flux RSS ou des moyens divers et variés de récupérer des informations. Moi, un truc que j'ai compris assez rapidement, c'est il faut toujours essayer de regarder, les 2 faces de la pièce. Essayez de trouver, l'un des gros problèmes du monde, d'aujourd'hui, c'est de créer, des bulles, tu sais, des bulles sociales. Tu vois, ton réseau social préféré, il va te mettre, que les gens qui sont d'accord avec toi. Et il faut essayer de trouver des voies qui sont un peu à l'extérieur, des gens qui font un peu autrement. Par exemple, moi, en tant que développeur Java, bah, très, très vite, je me suis intéressé à ce qui se passait dans le JavaScript. Parce qu'à l'époque, quand je faisais du Java, je faisais des applications de bureau en Swing. D'accord? Le web, entre 2000 et 2010, c'était un truc balbutiant parce que comme tu disais, les navigateurs étaient pas mûrs. Mais en fait, faire du JavaScript sur le web, on pouvait faire des trucs hyper intéressants. Donc moi, je regardais ce qui se passait là, alors que ça me servait théoriquement à rien. Bon, en vérité, ça servait quand même, à quelque chose parce que c'est là que j'ai appris qu'on pouvait faire des fonctions qui retournaient des fonctions, qui appelaient d'autres fonctions, et cetera. On pouvait faire des beaux bazars et c'était hyper intéressant pour rentrer doucement dans la programmation fonctionnelle. C'est pareil, en fait, tous ces termes-là, programmation fonctionnelle, programmation par aspect, c'est des trucs qui, a priori, sont hyper théoriques, que les seules personnes qui vont en avoir besoin, c'est des développeurs de framework. Mais en fait, quelque part, si vous tombez sur une application un peu compliquée, que vous avez un problème un peu tordu, ce problème, vous allez l'étudier. D'accord? Donc en fait, alors, je vais rephraser pour que ce soit bien clair. Pour moi, il y a une première partie qui est la veille. La veille, c'est pas essayer des outils, hein. Moi, j'entends des gens qui disent, «Ouais, pour faire un peu de veille, j'ai, développé une application en Rust». Ça, c'est pas de la veille. La veille, c'est simplement lire des articles sur Rust ou sur tous les sujets qui vous intéressent. Vous n'êtes même pas obligé que ces sujets concernent le monde de l'informatique. Si vous pensez que c'est intéressant de voir ce qui se passe, bah, je vais donner mon exemple, dans le monde de la voile, bah, c'est cool. Parce que vous arriverez à faire des passerelles normalement à un moment, sur la performance, sur la sécurité, sur le fait de pouvoir déployer une solution. Vous arriverez à faire des passerelles. Une fois que vous avez fait de la veille, il faut utiliser les moments où on vous demande de faire des explorations pour exploiter cette veille. C'est-à-dire que, moi j'ai écrit des applications avec du stockage dans des fichiers, avec du stockage dans des, bases de données graphes, avec du stockage dans des bases de données, alors, des arborescences, donc c'était JCR, mais en fait, c'est un peu un équivalent de LDAP ou un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois, il faut essayer des choses. Essayer, de changer vos habitudes. Je sais pas si tu as déjà fait cet exercice-là qui était à un moment hyper tendance. C'était les gens qui faisaient, des exercices de TDD en se mettant des contraintes. En disant: Ouais, «On ouais, va ouais. on va faire un tour de TDD et on va pas écrire de». Avec ouais, ouais, ou des fonctions de moins de 10 lignes ou Ouais. ce genre de choses. Ouais. Et cetera, et cetera. Tout un tas de trucs, sur, bah, voilà, on va essayer d'augmenter le jeu de contraintes. Et ça, c'est super intéressant. C'est aussi des exercices qui méritent d'être faits. Pour ça, aujourd'hui, dans une application, vous écrivez des tests. Les tests, c'est un super endroit pour faire ça. Pour se dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de», c'est quoi le dernier truc que j'ai fait? Ah oui, j'en avais fait un où j'avais dit: «Dans mes tests, il y aura que des streams. Je vais jamais écrire de boucle for sur une collection ou sur une map».
Il y a des moments, c'est pas facile, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, vous devez vous ménager des espaces d'apprentissage qui vous emmènent dans la direction qui vous intéresse. Mais l'espace, il est aussi temporel. C'est hyper Ouais, compliqué parce que toi, tu dis pour tenir dans le temps, il faut, ça passe par l'acculturation, très bien, et donc se ouais. ménager un espace de veille, lecture, curiosité, ce que tu veux. Mais on a progressé, nous, dans un luxe incroyable. Franchement, on avait le temps. Mais est-ce qu'on a le temps encore aujourd'hui? L'espace temporel, il est hyper difficile. Bah, Parce alors que, on va tous vers le futur à la même vitesse, hein. bah ouais, mais En fait, alors, je vais essayer de répondre un peu mieux à ta question. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde excessivement connecté où on voit tout le temps, en fait, on est dans un monde connecté à la Instagram. C'est-à-dire que tu vois énormément de choses et tu vois ce que les gens veulent montrer. Et les gens, ce qu'ils veulent montrer, c'est toujours leur succès. Il y a personne qui va montrer les 17 fois où il s'est planté. Il y a personne qui va montrer, je sais pas, bah là, tu vois, quand je me suis présenté, par exemple, l'un des trucs que j'ai pas dit, c'est que dans mon expérience professionnelle, j'ai changé 10 fois de boîte. Sur ces 10 changements de boîte, il y en a 4 où j'ai été viré. En fait, les gens, l'immense majorité de leurs échecs, de leurs foirades, etc., ils en parlent pas. Et comme ils en ouais, parlent pas, toi, tu te dis, les mecs réussissent des trucs incroyables. oui, mais au-delà de ça, regarde là, il sort, on est revenu à une époque où il sort des frameworks ou des trucs toutes les semaines Mmh. et là, tu as 3-4 boîtes qui se font la guerre et qui sortent un nouveau truc la semaine d'après, tu vois? Qui changent un petit peu la façon de faire, qui vont là, tu as même des IDE qui sortent. Ouais. On a eu les mêmes IDE pendant 15 ans, puis d'un seul coup, tu as un IDE, qui code à ta place, qui est en train de sortir toutes les semaines par un GAFAM différent, quoi. Et comment enfin, laisser passer la tempête, c'est pas facile en vrai. Alors, c'est pas facile, mais tu viens de le dire. Là, littéralement, c'est la tempête. Quand c'est Et il la y en a qui tempête vont survivre, on le sait, ouais, il y en a peut-être qui vont survivre. quand Et il c'est y en la a qui tempête, vont se naufrager, quoi. normalement, tu sors pas de chez toi, hein. Là, littéralement, on est dans une espèce de tempête complètement invraisemblable avec des géants qui courent dans tous les sens. Toi, t'es un nain au milieu des géants et tu te dis: «Je vais essayer de monter sur l'épaule de celui-ci ou de celui-là pour avancer plus vite». Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je mets mes mains dans mes poches au coin du feu et j'attends. Alors peut-être que c'est un luxe de ma part, mais j'en suis pas sûr. L'un des points que je voulais te remettre en mémoire là-dessus, c'est un truc qui est assez, intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on te dit, si tu veux alors, je reviens à mes applications web, hein, parce que c'est ce que je fais. Si tu veux développer une application web, tu dois mettre en place du multi-cloud Kubernetes, tu dois utiliser React, tu dois utiliser une base de données distribuée, tu dois utiliser du Kafka, tu dois utiliser ceci, cela. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Là, tu seras l'équivalent des plus grands. Tu vas pouvoir te claquer les bretelles. Mais moi, sur chez moi, là, j'ai une petite machine, là, un NetTop, qui fait tourner un serveur Apache sur lequel il y a des applications écrites en PHP qui me servent tous les jours. Et j'ai pas besoin de plus. Et ces applications PHP, leur front, c'est du HTML. Il n'y a pas de JavaScript. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, aujourd'hui, vous avez des géants qui vont à une vitesse avec une puissance qui est complètement inimaginable. Franchement, on n'a pas moyen d'imaginer ce que c'est que de vivre aujourd'hui dans une boîte comme Google ou Facebook ou autre. Je pense que les mecs, ils doivent être complètement siphonnés, quoi. Il doit leur arriver des dingueries chaque jour. Mais comme on n'est pas dedans, comme on est à l'extérieur, on peut se permettre de regarder le truc d'à côté et de dire, on n'est pas obligé de plonger la tête la première dans toutes ces folies. On peut peut-être attendre un peu. Bah, alors OK, autre question. On se met, un peu dans l'écosystème lillois. Ouais. Il y a quand même eu enfin, il y a eu une chute vertigineuse de mon point de vue, peut-être tu le confirmeras, peut-être du nombre de missions, des postes ouverts, les salaires, sont un peu en berne, les embauches de jeunes, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Les embauches de trop expérimentés, je suis pas hyper sûr non plus. En c'est non, mais c'est vrai et bref, c'est compliqué là. Moi, je suis à Euratech, je suis dans une start-up, slash PME, on va Je dire pense que ça. maintenant, t'es une PME, hein. Bah ouais, 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 ça fait 8 ans, donc voilà Voilà. et
Et c'est cool, on vit notre vie, mais on voit les gens littéralement mourir, les autres boîtes Ouais, littéralement mourir autour de nous, quoi. Fermer, et y compris dans mon domaine de l'agriculture, où on voit quand même pas mal de boîtes là qui sont en réelle difficulté. Et on se dit, putain, nous, il faut pas qu'on rate le coche. On doit être meilleur que les autres. Et, et ça met une pression, quoi. Ça met une pression de il faut sortir le truc innovant, il faut pas qu'on rate un virage. Ça nous fait flipper le virage qu'on pourrait rater, quoi, en tant que petite entreprise qui se doit de se démarquer de la concurrence. Donc il y a quand même une course malgré nous ouais. à ça. Et ben on peut pas rester au coin du feu les mains dans les poches. Interdit. Alors, il y a plusieurs façons néanmoins. Alors, je vais d'abord dire un truc. Tu dis voilà, en ce moment c'est difficile. C'est pas difficile, c'est très difficile. On a eu des relations avec nos grands clients qui sont les deux boîtes vedettes de la famille Mullier. Je laisse les gens deviner. Normalement, c'est facile pour les développeurs lillois. On a eu des trucs très très durs à partir de mi-2024. C'est-à-dire que c'est des boîtes où ils ont modifié leur relation avec les ESN et les ESN ont par ailleurs un marché global qui est un peu plus tendu. Donc en fait, on s'est retrouvé dans des situations où avant, quand on répondait à un appel d'offres, on était une boîte parmi 5 à répondre. Aujourd'hui, on est une boîte parmi 100. Voilà. Et ça, c'est difficile. Surtout que, sans vouloir critiquer les commerciaux des ESN, il y en a, en fait, parfois, ils font du spam, quoi. C'est-à-dire que ils vont envoyer des réponses à absolument tous les appels d'offres sans se soucier de la qualité et ni de l'adéquation de leurs consultants vis-à-vis de la réponse. Simplement pour, tu sais, bourrer la boîte à lettres du client et puis que, de temps en temps, ça tombe sur eux. Donc oui, effectivement, la période est compliquée. Euh, et c'est le moment idéal pour te parler d'un bouquin qui parle pas du tout d'informatique. D'un bouquin qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution. Je l'ai mis dans les notes de l'épisode. C'est un bouquin qui m'a été recommandé par un pote qui s'appelle Antoine Michler. Il dirige une petite boîte qui est au port de Lille, qui s'appelle Douap, qui fait des logiciels d'infiltrométrie pour tu sais, la construction des maisons passives. Là. En fait, Mhm. quand tu construis ta maison, ils font un test d'étanchéité de la maison, donc ils mettent un truc sur la porte, ils aspirent, ils soufflent, paf. Ils ont développé une super application au début qui était en JavaFX, c'était trop rigolo. Et en fait, il m'a conseillé ce bouquin qui a été écrit par un spécialiste en thermodynamique qui a il a une théorie à lui. D'accord? Donc c'est un vieux savant qui a alors maintenant il est mort, il a écrit sa théorie avant de mourir. Et globalement, ce qu'il dit, c'est que d'une part, le monde va toujours vers plus de complexité. Les grands éléments simplificateurs, ça n'existe pas. D'autre part, que l'évolution, elle se fait en alternant des phases de croissance, quand tout va bien, et des phases de crise. Mais les phases de crise, c'est pas des phases de décroissance. C'est des phases où en fait le système se rééquilibre. D'accord? En fait, c'est une espèce d'oscillation autour d'un idéal. Et globalement, l'idée, c'est que bah, en fait, quand tu approches de la phase de crise, les choses commencent à devenir dures. D'accord? Donc je vais paniquer personne, parce que tout le monde est déjà en flip. La vie est déjà assez merdique, mais la crise va arriver. Parce que, en fait, il faut réguler un tas de choses. Et en fait, les crises, elles arrivent de plein de façons différentes. Dans le monde de l'informatique, les crises, elles arrivent, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, par des grosses régulations dans la taille des entreprises où ils virent 15% de leur masse salariale pour faire de la place pour un autre projet. Ce qui me permet de rebondir sur ta situation. En fait, oui, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de se dire, il y a cette espèce d'énorme vague qui nous arrive dessus, soit on la surfe, soit on se fait écraser. Et ça, c'est valable pour tout un tas de sujets. Enfin, ça, je pense que on en parlait tout à l'heure, hein. Le virage du cloud, c'était ça. C'était il y a 10-15 ans, les gens, ils disaient, bah, si vous passez pas dans le cloud, vous êtes foutus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bah, la réalité est un peu plus nuancée que ça. Aujourd'hui, les gens disent, si vous prenez pas le virage de l'IA, vous êtes foutus. Il y a un truc, moi, que j'ai en tête, c'est que quand tu es une entreprise, par exemple, qui fait de la logistique, les colis, soit ils arrivent pas, d'accord? T'as pas besoin d'un algorithme super intelligent qui tourne sur une machine à 50 000 boules pour que ça marche.
Tu as besoin d'un algorithme qui est écrit proprement et qui est correctement testé et qui est prédictible. En fait, il y a plein de situations comme ça où la hype qu'on a actuellement autour de l'IA fait que on n'est pas capable de réfléchir à une autre solution. Les autres solutions n'existent plus actuellement. C'est enfin un des trucs typiques. Tu regardes un programme de conférence actuellement, de conférence tech, C'est horrible. la moitié des C'est sujets c'est horrible. de l'IA. Je sais, mais et encore la moitié, t'es généreux, hein. Mais euh, mais parce qu'il y a rien d'autre qui, toute l'énergie aussi est mise là-dedans. Donc ça veut aussi dire que quand il y a Spring Boot 4 là qui sort ou quoi, ou Java 25, la réalité c'est qu'il y en a plein qui s'en foutent quoi. Ouais, Et parce que c'est pas le sujet du moment. voilà. Et donc ouais, il y aura pas de conférence sur ces sujets-là. Et donc, Et l'un des trucs à pas oublier, qui a un lien fort avec la hype, c'est enfin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des entreprises qui investissent des sommes suffisantes pour arrêter la faim dans le monde sur l'IA. Aujourd'hui, des boîtes comme OpenIA, enfin OpenAI, Google et compagnie, leurs investissements dans l'IA, c'est des milliards de dollars. Il y a des mecs qui ont dit ouais, et puis si au lieu d'essayer de faire de l'IA, vous essayez de faire n'importe quoi, promis, on n'a plus aucun problème dans le monde. Littéralement. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent des sommes absolument incroyables dans l'IA, et pour rentabiliser ces sommes, ils sont bien obligés de faire en sorte que tu ne puisses voir que ça. Est-ce que tu as un ordinateur Microsoft par hasard? euh, ouais, j'en ai un mais qui est éteint. Donc moi, j'ai fait une mission d'audit là il y a pas longtemps pour un client de la métropole. Et donc ce client m'a confié un ordinateur pour ma mission. Un ordinateur avec Windows 11. C'est par ailleurs une entreprise qui est grande utilisatrice des services de Microsoft. Ils ont du SharePoint, ils ont Outlook, ils ont tous les logiciels Microsoft auxquels tu penses. L'un des marqueurs classiques du désespoir d'une équipe marketing, c'est quand tu commences à voir le logo absolument partout en énorme. Parce qu'en fait, les mecs ont tellement pas confiance dans ce qu'ils font qu'ils sont obligés de te gaver avec. Et en fait, Windows 11, aujourd'hui, des logos Copilot, t'en as dans tous les logiciels. Même Notepad. Je sais pas si t'imagines. Notepad, c'est le truc. Quand j'ai commencé à bosser en 99, il y avait une version du code source de Notepad. Jusque, il y a 3 ans, c'était le même. Le logiciel avait pas changé. Et aujourd'hui, d'un seul coup, ils ont rajouté une fonctionnalité. Ils n'ont pas rajouté une fonctionnalité genre la coloration syntaxique, la gouttière pour avoir le nombre de colonnes. Non, ils ont rajouté un gros bouton Copilot. Et les gars, en fait, ils ont une seule chose à faire dans leurs objectifs annuels cette année, c'est foutre du Copilot partout pour que tu l'utilises. C'est littéralement, tu vois, cette hype, elle est nourrie par une puissance marketing qu'on peut pas imaginer. Ça, Et puis il faut rajouter 365 à la fin du nom aussi. ouais, C'est très ouais, important. ouais, aussi, ouais. Ouais, mais alors au bout d'un moment, quand tu fais du PowerPoint, du Copilot PowerPoint 365, au bout d'un moment, ça devient pas très lisible. Là, c'est le même truc, hein. Il commence à y avoir des gens qui se disent aujourd'hui, bon, GitHub, arrêtez de nous gaver avec Copilot, quoi. On préfère en aller sur un GitLab, je sais pas où, plutôt que de continuer à être emmerdé avec du Copilot qui va nous casser les oreilles partout. Parce que effectivement, dans GitHub aussi, ils ont essayé de foutre Copilot absolument sur tous les écrans, sur tous les trucs. Et là, bon, il y a bien, c'est bon, j'entends toujours, enfin, j'ai eu un bouton d'alerte. C'est pas chaud. Aujourd'hui, on en est là. Alors effectivement, quand on dit ça, ça fait vraiment le vieux mec aigri, quoi. Tu sais, le vieux mec qui dit non mais React ça prendra jamais. Non mais Docker c'est une passade, etc., etc. Parce qu'en fait, sur toutes les hypes, t'as ce truc où le mec qui veut te vendre un truc, il arrive, il te promet la lune à chaque fois. Tous. Le cloud, c'est génial, ça va diviser ta facture par 10. C'est pas vrai, mais par contre, ça apporte d'autres choses. React, c'est génial, ça va te permettre de faire des super applications avec des composants réutilisables, avec une logique métier, etc. On s'en fout, en fait, c'est des pages HTML. Mais ça permet quand même de faire des applications qui sont beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus puissantes et qui correspondent à des usages métiers beaucoup plus pertinents. Mais ça, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans la hype. Tu sais, en fait, l'outil est redevenu un outil. L'outil est plus un support de fantasme. Et ça, c'est Mhm. la partie la plus compliquée. Je comprends tout à fait le point de, en tant qu'entreprise, on peut pas se permettre de dire à nos clients, l'IA générative, non, c'est pas pour nous.
On a regardé, ça sert à rien. Laissez tomber. Allez, salut, au revoir. Parce que en fait, tu as une équipe marketing malgré tout qui te dit: «Bah ouais, mais les clients, ils veulent en avoir». Il y a des clients qui veulent du ChatGPT. Et bah tiens, je peux te donner. En fait, il y a plein de niveaux autour de ça. Par exemple, nous, dans notre boîte, nos clients, ils veulent pas d'IA, quoi. Ils en veulent pas parce que ça leur fait peur ou ce que tu veux. Cela dit, nous, en interne, pour valoriser nos compétences, pour être sûr que notre produit est quand même OK, ben, il y a de l'IA générative qui est en train d'émerger à l'intérieur de notre produit. Nos clients n'en savent rien et jamais on leur dira. Mais pour notre propre valeur interne, on se sent obligé d'y aller, quoi. Tu vois? Ouais, Et on a trouvé un usage qui nous paraît pertinent, cool, qui fait gagner du temps à nos clients et donc on est content. Et ça nous paraît OK de le faire. Mais, mais ne pas le faire aurait été, on aurait eu un petit ouais. pincement on passe à Mais côté, après, quoi. tu vois, ça Tu vois? c'est le truc typique, enfin, moi, avec le temps là, pour un talk que je prépare avec un collègue, on s'est amusé à lister le nombre de langages de programmation qu'on utilise. D'accord? Moi, j'ai dit: «Bah, je vais me limiter à tous ceux pour lesquels j'ai produit du code dans Coding Game, qui a fonctionné». Bon, rien que comme ça, il y en avait 10, hein. Et en fait, mon impression avec le temps, c'est, quand tu fais ta veille, tu observes des tonnes de trucs et comme je disais tout à l'heure, l'informatique, c'est bon, les gens parlent de jouer avec des tonnes de choses. Mais en vrai, ils parlent de jouer avec des tonnes de choses parce qu'ils sont passionnés par la résolution de problèmes. Et globalement, à chaque fois que tu découvres une nouvelle technologie, on t'a mis un nouvel outil entre les mains. Et toi, tu dis, bah, tu es comme le gamin là, avec son jouet, avec les trous où il y a des carrés, des ronds, des croix, des trucs comme ça, là. Et puis tu essayes de mettre le truc dedans. C'est de dire, bah, par exemple, cette base de données graph, est-ce que je peux stocker des informations sur mes clients dedans? Ah ouais, ça marche. Ce framework, un bon exemple que j'ai là-dessus, c'est la programmation réactive. Tu vois, Spring Reactor, RxJava, RxPuet, hein. C'est des trucs où, avant, tout le monde nous parle de l'IA, il y avait des gens qui disaient: «C'est super intéressant, ça vous permet un gain en performance extrêmement significatif». Et c'est vrai, il y a des cas dans lesquels les performances sont nettement améliorées avec ces outils-là. Alors ça a un peu buzzé, il y a des gens qui ont dit: «Ouais, c'est intéressant, c'est cool» et cetera. Et puis en fait, bah, on s'est rendu compte que oui, ça résout des problèmes, mais ça complique un certain nombre de choses et c'est utile seulement dans certains cas où tu as vraiment besoin de beaucoup de performance. Donc en fait, c'est redevenu un outil. Un outil, c'est un truc sur lequel tu as des pour et tu as des contre. Tu as des cas d'usage et tu as des cas dans lesquels il n'est pas intéressant. Et en fait, bah, la hype, c'est la situation dans lesquelles les mecs vous mettent l'outil entre les mains avec des paillettes dans les yeux, tu vois. Ils mettent des paillettes absolument partout, de toute façon. Ils t'en foutent plein la gueule, là. Et toi, t'es là en train de dire, ah ouais, c'est beau. Et quand tu dis, voilà, on a essayé de le mettre en place dans notre entreprise sur un cas où on pensait que ça fonctionnait. En fait, d'un seul coup, t'es repassé à une méthode d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on t'a donné une innovation technique, t'as cherché le cas d'usage dans lequel c'était pertinent pour ton métier, tu l'as mis en place dans ce cas d'usage en sachant quels étaient les avantages et les inconvénients. Moi, je connais une boîte de la métropole comme ça, où ils se servent de LLM pour faire du mapping de références produits. Tu vois, ils ont plein de fournisseurs et puis en fait, globalement, ils disent: «Bah, voilà, pour la référence, dans notre boîte, on va avoir, ces références-là chez ces différents clients». Au début, ils avaient un algorithme qui était, maintenu, du bout des bras là par des développeurs parce qu'évidemment, dès qu'un fournisseur change de référence, il faut changer les mappings et puis à un moment donné, ils en ont eu marre et ils ont mis en place un LLM. Et il m'expliquait que, enfin l'ancien collègue que je connais là-bas me disait: «C'est une c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Parce qu'on est passé d'un taux de succès de nos mappings qui était de 80 à 100. Bah, dans ce cas-là, tu te dis, bingo quoi. Vous avez trouvé, l'idée du siècle. Vous avez réussi à utiliser cet outil pour un usage valide. Mais en fait aujourd'hui, ouais, tu dans la hype au sens où les mecs te mettent des boutons partout en te disant: «Il va falloir que tu utilises de l'IA». Le monde entier te dit, exactement comme pour le métaverse: «Tu ne pourras pas te passer de l'IA dans le futur». Et puis en fait, bah, le boulot quelque part malgré tout de l'ingénieur, c'est d'être capable de regarder un outil pour ce qu'il est et d'essayer de trouver le bon domaine d'application. Et Mmh. moi je Et c'est là encore notre voilà, plus-value, et quoi. moi je suis convaincu qu'aujourd'hui,
on est encore dans la phase feu d'artifice où les mecs disent, c'était, enfin, typiquement Rust, super langage de programmation, d'accord. À un moment donné, il y a des gens qui disaient, il faut tout réécrire en Rust parce que c'est hyper génial. Moi, j'ai appris à coder en Rust pour ça. Hein. Les mecs disaient, le garbage collector est dans le compilateur est super sympa, vous allez écrire du super code. C'est vrai, c'est vrai. Écrire en Rust, c'est vraiment incroyablement cool. Mais par contre, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est fastidieux, quoi. C'est un langage qui est un compilateur qui est extrêmement exigeant. Donc c'est super approprié dans les cas où tu as des ressources système qui sont limitées, où tu as un besoin de performance important et où tu veux une certaine sûreté de fonctionnement en évitant tous les problèmes d'out of memory. Point final. Ça, là, je vous ai donné les domaines dans lesquels Rust c'est utile. Et ben, une fois qu'on sait dans quel domaine c'est utile, on peut se dire que chez nos clients, pour une ESN comme Zenica dans la métropole, Rust, c'est utile en tant qu'outil intellectuel, comme moyen de réfléchir sur ce qu'on fait, tu vois, en tant qu'outil de veille, mais on fera jamais une mission où on en fera. Hein. Enfin, Oui, oui. je pense que le seul client qu'on pourrait avoir dans la métropole qui serait susceptible de faire du Rust, mais qui n'en fait pas, c'est OVH. À part eux, Mmh. et peut-être Exotech, mais pour en avoir parlé avec eux, ils m'ont dit non, 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 on fait du C++ parce que toutes nos libs sont en C++. Le Ouais. reste des boîtes n'ont aucun intérêt à utiliser ce genre de techno. Alors, ça fait 1 heure qu'on discute. On va essayer de se projeter rapidement sur 2026. À ton avis, 2026, qu'est-ce qui va se passer pour nos métiers? Alors, 2026, à mon sens, c'est une année où on va continuer à entendre parler de l'IA, mais je pense que le discours va commencer doucement à changer. Alors, je vais pas dire que j'espère, mais plutôt je pense. Au sens où on commence à avoir du feedback sur le fait que mettre un copilot dans la main de chaque dans l'ordinateur de chaque développeur, ça n'augmente pas la productivité des équipes. Donc en fait, on va continuer à utiliser de l'IA, mais on va essayer de le faire d'une autre façon. J'ai par exemple un collègue qui m'expliquait que chez son client, ils ont mis en place un outil de revue de code qui est basé sur un LLM. En fait, globalement, tu vois, le LLM, ils lui ont filé dans son prompt l'ensemble des règles de l'équipe avec différents fichiers de config. Là, il y a je sais plus comment ils s'appellent les fichiers. C'est pas très important. Mais globalement, dans le fichier de configuration de ton projet, tu dis quelles sont les règles de codage. Et quand tu fais une PR, le bot passe, il relit ton code, il a chargé dans son prompt tes règles et il est capable de valider ton code. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, il va accélérer ta revue de code en te déchargeant de la partie pénible de ah mais non, mais ta variable, il fallait pas l'écrire comme ça, t'as pas le bon nombre de lignes de code. Donc en fait, on va avoir encore énormément d'assistance de la part de l'IA, et je pense qu'il y a des endroits où sincèrement, c'est une bonne idée. Il y a vraiment des endroits où ça va marcher. En revanche, je pense qu'on n'a pas encore identifié les points de valeur du truc. Donc en fait, ça veut dire que pendant toute l'année 2026, on va avoir des gens qui continuent à essayer des trucs où on commence à savoir que ça marche pas trop bien, mais ils vont continuer à dire: «Oui, il faut absolument que vous fassiez ça». Et quel sera l'impact pour toi sur l'écosystème lillois? Ah bah, alors, Comment... l'impact, il y a une partie de l'impact qui est connue, c'est que, on va demander enfin les clients vont nous demander et les entreprises vont nous demander de plus en plus dans les CV d'avoir une ligne, maîtrise, Copilot ou je sais pas quoi. D'accord? C'est des choses que vous allez voir apparaître. C'est des choses où moi j'encouragerais les gens à avoir une approche, comme je disais, une approche, ingénieure, donc une approche critique et d'être capable de dire au client: «Je l'ai utilisé effectivement, je sais dans quel cas ça m'a apporté des choses et dans quel cas ça ne m'a rien apporté». Ce que ça veut dire ça, c'est que vous devez être capable de savoir quand vous faites quelque chose d'efficace, et ça c'est un truc, c'est valable aussi hors IA, hein, je vais vous donner un exemple. Là, cette semaine, je voulais récupérer, tout un paquet de Cloud Function. Je savais que la façon efficace de le faire, c'était d'écrire un script qui se connecte, à la console GCP et qui récupère les trucs. Bah, pas de bol, ça dépendait d'autorisations que j'avais pas. Donc en fait, j'ai dû utiliser la méthode inefficace qui était cliquer dans l'interface de GCP pour récupérer le code source à chaque fois. Et en fait, moi, je maintiens que l'un des aspects importants pour être capable d'avoir une carrière enrichissante, c'est d'être capable de savoir quand vous faites des choses qui sont d'une efficacité supérieure et celles qui sont d'une efficacité inférieure. Là, d'être capable de dire, là, j'apporte de la valeur et là, j'apporte pas de valeur.
Si vous êtes capable de faire ça, vous serez capable d'adopter de l'IA d'une façon raisonnable. Parce que vous allez dire: «OK, dans ce scénario-là, ça me sert. Dans ce scénario-là, ça me sert». Et ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste, hein. Vous pouvez arriver dans une équipe où les mecs vous disent: «Allez hop, on va utiliser, telle techno, tel framework, nous on est plutôt, Claude Code ou on est plutôt, ChatGPT ou on est plutôt je sais pas quoi». Vous allez être capable de dire: «Bah, en fait, tout ça, c'est que des variantes d'un même outil conceptuel et je sais dans quel cas ça me sert». Toi, tu es capable de dire dans quel cas ça te sert Mmh. bien un LLM? Ouais, bah, nous, c'est beaucoup pour, du prototypage, Ouais. heu, on a envie de tester des idées hyper rapidement. C'est le LLM qui le fait pour Mmh. nous, heu et la review est devenue particulièrement pertinente là depuis, je dirais 1 mois, sur GitHub. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé. Je vraiment, ils sont passés à une étape au-dessus aussi dans les runners et on s'est surpris à dire: «Punaise, là, sur ma PR, il m'a fait, 10 commentaires et sur les 10, il y en avait une 80 qui Bah, c'est étaient bien. vraiment, vraiment pertinents, quoi». Et donc ouais, on voit un usage qui est rentré dans les n dans la norme. Mais bon, ouais, ça pose, beaucoup de questions on voit aussi qu'on a la tentation de temps en temps de développer des fonctionnalités, faites par l'IA qui n'ont pas le re de recul, qui vont nous inciter à la fainéantise. On le voit aussi. Heu, ouais, il y a des jours, je suis fasciné, il y a des jours, je flippe. C'est en me disant: «Bah, je n'ai pas la maîtrise» ou alors, «Tiens, cette fonctionnalité va arriver et je ne comprends pas 100 de ce qui est fait». Donc la part de responsabilité, est un peu Alors perdue. là C'est là, vachement tu mets le dur. doigt sur un truc hyper important et je pense que ça fera un élément de conclusion intéressant. Hem, Moi, l'un des trucs que j'ai appris en discutant avec, mes collègues là, ces derniers mois, ces dernières années, c'est que il faut bien comprendre que, quel que soit l'environnement dans lequel tu travailles, en tant que développeur, ton métier, c'est un métier de la connaissance. C'est-à-dire que, tu vois, tu disais tout à l'heure, même si c'est un LLM qui écrit le code, c'est moi qui suis responsable. Donc si c'est toi qui es responsable, ça veut dire qu'en fait, le code qui a été écrit, tu dois l'assumer comme le tien. Et si tu dois Exactement. assumer le code comme le tien, tu dois le comprendre. Et cette notion-là, elle est hyper importante. Tout à l'heure, tu parlais de Struts. L'une des premières boîtes dans lesquelles j'ai bossé, j'ai fait une mission où je devais faire la maintenance d'une application écrite en Struts. Alors sachez, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque bénie, que Clyde McClanahan, l'auteur de Struts, d'accord, il a son arrobase author dans tous les fichiers du truc. Et ben le code Java qu'il écrivait n'était pas le code le plus élégant de l'univers. Et pourtant, quand vous aviez un problème de Struts, vous deviez aller débugger son code, vous deviez aller voir ce qu'il avait fait pour comprendre pourquoi votre application marchait pas. Aujourd'hui, si tu utilises un LLM, le LLM écrit du code, tu dois comprendre chaque ligne et chaque mot de ce qu'il a écrit. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui va permettre aux gens de continuer à progresser. Parce que effectivement, le LLM, il est susceptible d'écrire du code n'importe comment. Oui, mais demain, tu sors d'école, et tu te dis: «Super, je vais créer ma boîte» ou je sais pas quoi. La tentation est tellement forte de faire des trucs que tu ne comprends pas à 100 par productivisme Ouais. pur, quoi. Et alors, Le risque, il est là, alors là, il y hein. a un truc hyper intéressant, c'est que la personne qui fait ça, eh ben, si elle a de la chance, sa boîte marchera. Si elle a de la chance, il passera de la phase start-up à la phase industrielle. Et au moment où il passera à la phase industrielle, je le garantis, un nouveau métier qui va émerger, on le voit déjà apparaître aux États-Unis, c'est le métier de correcteur de code LLM. Et scoop, un correcteur de code LLM, c'est pas un junior, c'est quelqu'un comme moi. Ça va vous coûter cher. Vous avez deux possibilités dans la vie. Soit vous montez votre startup et vous vous dites, je vais comprendre ce que je fais. Éventuellement, c'est un LLM qui l'écrit, je gagne un peu de temps, mais je comprends ce que je fais. Soit je m'en fous, je comprends pas ce que je fais, je mets en prod, et un jour ou l'autre, je viendrai dans vos bureaux pour comprendre à votre place le code que vous avez écrit. Donc ça, c'est un peu ta prédiction 2026 Ouais, finalement. moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, tu disais, bah, quand t'es un peu expérimenté, ça peut être compliqué. Bah, moi aujourd'hui, je te dis, quand t'es vraiment expérimenté, aujourd'hui, ça va être vraiment cool. Parce qu'on va arriver dans des situations où les mecs ont fait tout vibe codé, et on va se taper des missions hyper intéressantes où il faudra des vibe coder. OK, cool. Bon, bah, écoute, je te propose que ça soit le mot de la fin. Ça fait 1 heure et quart. On a parlé de plein de choses. C'était vraiment vraiment super.
pour terminer, je te demanderai 2 petites choses, que tu as peut-être pas préparées. C'est une petite recommandation culturelle, un truc que tu as vu, écouté, entendu, lu, ce que tu veux, il y a pas longtemps, qui pourrait te plaire. Ouais. Heu et la deuxième chose, c'est ton estaminet préféré. Mon estaminet préféré, alors, je vais commencer par la recommandation culturelle. C'est un bouquin de science-fiction que j'ai lu cet été qui s'appelle, Utopia, qui a été écrit par, Camille Le Boulanger. C'est une utopie, hein, et c'est une utopie qui commence par, la Constitution, l'équivalent de la Constitution, et la première phrase de la Constitution, c'est: «Il n'y a de propriété que d'usage», et l'estaminet, alors j'en ai un en tête, c'est, l'estaminet de la Vieille. Ah oui, Ah et oui. sinon il y a aussi celui, l'estaminet gantois, à côté de l'Hermitage. Celui-là il est vraiment bien, l'estaminet gantois. Allez, je prends les 2. La vieille, on l'a déjà proposé, je crois, et Gantois, je le connais aussi. Super. Bah, écoute, Nicolas, je te souhaite, de belles fêtes de fin d'année, comme à tous les auditeurs, et puis, en espérant que vous profitiez des veilles aussi pour, vous reposer, vous éloigner des fêtes, pardon, pour, vous reposer, vous éloigner de un petit peu de l'informatique. On a besoin de, je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de calme et de respirer un grand coup. Il faut respirer un grand coup là, c'est important pour repartir sur 2026, extrêmement en forme. Je sais pas ce que Ah t'en bah penses, Nicolas, mais tu sais, quand tu fais 25 ans dans l'informatique, tu te rends compte que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc faut pas courir trop vite. c'est exactement. C'est bien quelque chose que j'aurais répété cette année, tiens. Prenez, respirez. La carrière est longue. Quel que soit votre âge, la carrière est vraiment longue et ça sera peut-être le mot de la fin pour cet épisode. Euh, c'est un marathon et profitez-en parce que c'est quand même passionnant. Bonne soirée à tous. Salut! Merci les Stamtech.